ne fait peut-être pas assez attention aux cartes géographiques. Parfois, une simple légende peut changer une vision du monde. Alors question, en quoi la géographie permet-elle de mieux comprendre notre monde ? Qui mieux pour répondre que Jean-Christophe Victor. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Nos téléspectateurs vous connaissent bien puisque vous présentez le magazine devenu culte Le Dessous des cartes chez nos confrères d'Arte. Émission qui est diffusée également sur notre antenne, sur TV5 Monde. Et à l'occasion de la semaine des médias et de l'école, à laquelle TV5 Monde s'associe, nous proposons des épisodes de votre magazine, Le Dessous des cartes. Et donc, c'est le cas tout au long de l'année. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, participera également à cet entretien que vous nous accordez. Alors, l'émission a plus de 20 ans, tout comme d'ailleurs le laboratoire de recherche que vous avez créé de géographie. En quoi les cartes nous permettent-elles de mieux comprendre le monde qui nous entoure ? Elles aident bien. Vous savez, on passe notre vie entre l'espace et le temps. Si vous réfléchissez bien, on est toujours coincé dans le temps et dans un lieu. Bon. Alors, comme on dit, l'homme a vaincu la géographie, mais il n'a pas du tout vaincu le temps. Et donc, la géographie, on habite tous quelque part. Hein. Ça peut être au Yémen, ça peut être dans le Pacifique, ça peut être à Paris. Et donc, on est forcément dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Et comment est-ce qu'on se repère ? On se repère quand même avec des cartes. Et alors c'est vrai pour les cartes routières, mais c'est vrai aussi pour des cartes militaires. Et donc cet outil de la géographie est extrêmement utile pour comprendre, pour peut-être prendre un petit peu de distance, quasiment dans les deux sens du terme. Et puis les cartes sont belles. Elles sont intéressantes. Elles sont belles, surtout les cartes historiques. Elles sont pédagogiques, j'allais dire la preuve, si on les fait parler. Et puis ce sont des outils d'aide à la décision. Les systèmes d'information géographique, pour les militaires aussi, sont des outils d'aide à la décision. Donc c'est un bel outil pour comprendre le monde. Il y a le droit, l'économie, mais il y a aussi l'histoire et la géographie. Alors les cartes les plus usuelles sont les cartes politiques, disons-le, reposent notamment sur le tracé des frontières. Ces frontières sont au cœur d'une grande partie des conflits de ce monde. Comment l'expliquez-vous ? Moi, je trouve que les frontières sont assez stables, au contraire. Quand vous regardez depuis, les décolonisation des années 60, 1960, les frontières sont restées assez stables. Si vous regardez sur le continent africain, finalement, qui avait accepté à partir de 1962 les frontières tracées en 1885 par le Congrès de Berlin, finalement, vous avez que deux pays qui ont changé les frontières. Vous avez l'Érythrée et l'Éthiopie, et le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Donc c'est relativement stable. Cela dit, dans cette stabilité, j'allais dire apparente, apparaissent et sont apparus un très très grand nombre de problèmes. Ils sont pas seulement liés aux frontières, ils sont liés à l'histoire et à la capacité de l'État en question de gérer l'espace en question. C'est ce qui s'est passé avec le Mali, c'est ce qui se passe avec le Mali. Les frontières du Mali datent de la fin du IXe siècle, confirmées au milieu du XXe siècle. Mais si on n'a pas un État fort et redistributeur entre le sud et la capitale Bamako et le nord, qui est très aride et beaucoup plus pauvre, l'État, il éclate. Parce qu'on est quand même sur 1,5 million de kilomètres carrés, je crois, au Mali. Et donc, autre exemple, qui là, pour le coup, vous donne raison, on revient à une forme de conflit extrêmement classique avec la pénétration des troupes russes sur la frontière est de l'Ukraine. Et là, c'est une frontière qui saute ou qu'on tente de faire sauter. Justement, Jean-Christophe, sur les 240 000 kilomètres de frontières qui séparent tous les États du monde, 240 000, 6 fois le tour de la Terre, la moitié ont été dessinées par deux États. C'est la Grande-Bretagne et la France. Donc elles sont tout sauf des frontières naturelles. Est-ce que vous pensez que cette configuration qui a été ébréchée déjà, vous le disiez, au Soudan et en Érythrée, va encore tenir ? Je ne sais pas. Ça dépend pas que de la géographie et de la frontière naturelle, parce que finalement il y a assez peu de frontières naturelles. Il y a eu le Rhin, il y a eu le traité des Pyrénées entre l'Espagne et la France, mais ça dépend pas que de la géographie, ça dépend du rapport de force entre les États. Et il y en a qui aimeraient faire exploser les frontières, les modifier, etc. Et simplement, ce qui est intéressant, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est effectivement l'éclatement des frontières du traité, je crois, de Saint-Germain de 1922,
où la France et le Royaume-Uni avaient décidé par ce qu'on appelle les accords Sykes-Picot de redessiner après l'Empire ottoman. Et qu'est-ce qui se passe avec l'État islamique aujourd'hui? C'est qu'il a fait éclater la frontière déjà entre la Syrie et l'Irak. Alors est-ce qu'on va vers d'autres cas de figure comme ça? C'est un risque, c'est une demande, mais il n'y a pas que la géographie qui peut y répondre. Je prends un exemple. La réforme de la représentation d'un certain nombre d'États au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies serait quasiment plus importante que de redessiner certaines frontières. Donc il y a un peu les frontières, la géographie, mais aussi les rapports de force politiques et naturellement l'économie. Alors Jean-Christophe Victor, je crois savoir en tout cas que vous êtes diplômé de chinois à l'INALCO, l'Institut des langues orientales à Paris. Ce qui va suivre va vous intéresser doublement donc, puisque récemment, dans l'actualité, une carte est venue semer le trouble, la discorde dans un conflit qui commence à dater maintenant. Regardez. Les Japonais en sont persuadés. Ils ont trouvé l'ultime moyen de mettre fin à des décennies de guerre larvée et de brouille diplomatique avec la Chine. De nouveaux documents sont apparus et ils sont sans appel. Les îles Senkaku font partie du territoire japonais. Les allégations de la Chine sur ces îles sont donc sans fondement. Voici la preuve présentée comme irréfutable. Une carte datée de 1969, publiée par le très officiel département chinois des études et de cartographie. Au-dessus des 5 îles de la discorde, quelques caractères en mandarin, archipel Senkaku. Les auteurs de cet atlas ont repris le nom japonais en lieu et place du titre habituellement revendiqué par Pékin, île Diaoyu. La réaction adverse ne s'est pas fait attendre. Pour la Chine, cette carte n'a rien d'une pièce à conviction. La vérité historique ne peut pas être mise en doute par quelqu'un qui s'est creusé la tête pour trouver une ou deux cartes. Si vous avez besoin, je peux vous obtenir 100, 1000 cartes avec des appellations claires qui prouvent que les îles Diaoyu appartiennent à la Chine. L'archipel disputé recèle d'immenses réserves de poissons et peut-être même de pétrole. Bien loin de clore le débat, cette carte sortie de l'oubli risque fort de raviver les tensions. Les ministres chinois et japonais des Affaires étrangères devaient se rencontrer dans les prochains jours pour la première fois depuis 3 ans. Les espoirs de détente auront été de courte durée. Voilà qui vous fait sourire, Jean-Christophe Victor. Alors on a envie de vous dire malheur au cartographe, l'auteur de cet atlas, celui qui a fait cette carte. Non, malheur aux politiques qui en font l'usage. C'est pas tellement le cartographe, il a fait son travail. De toute façon, les cartes sont extrêmement politiques. Et le cartographe qui, pour 1969, a préparé ça, il l'a pas fait tout seul, sans autorisation. Surtout que le régime du Parti communiste chinois était déjà en place. Non, ça me fait sourire parce que c'est très, très intéressant, très significatif, extrêmement sensible. Et vous savez, vous aviez l'amabilité de parler de mon émission. L'autre jour, j'ai travaillé sur le sunnisme et le chiisme. Et j'ai présenté une carte du Golfe arabo-persique. Le lendemain, j'avais une lettre de l'ambassade d'Iran en me disant que je n'avais pas à utiliser cette expression arabo-persique. Vous en recevez beaucoup des courriers. Je reçois pas mal, dans l'ensemble plutôt gentil, mais il y a des courriers critiques. J'avais fait une émission là aussi sur les rapports entre le Japon et la Corée, et puis je me souviens de l'île de Tokto. Et là, c'est l'ambassade japonaise qui m'avait dit ce n'est pas le nom, vous avez pris le nom coréen. Donc c'est deux choses extrêmement sensibles. Cela dit, c'est très tendu sur ce point-là, en tout cas entre le Japon et la Chine. Alors autre question qui se pose, la lutte contre le réchauffement climatique, la question de la paix aussi, reste souvent des vœux pieux. Ne nous le cachons pas, la bonne connaissance de la géographie peut-elle nous aider dans la réalisation de ces objectifs ? Écoutez, on a parlé un petit peu des conflits et des tensions. Donc si on parle maintenant des questions environnementales, la lutte contre le dérèglement climatique n'est pas un vœu pieux. Les choses avancent beaucoup. Elles avancent bien. La préparation de la COP, de la grande conférence sur le climat, se fait très sérieusement. Les choses évoluent énormément. Certainement pas aussi vite qu'il le faudrait. On est là à un tournant, à mon avis, tout à fait majeur. Mais on peut pas dire que c'est un vœu pieux. Non. Mais là aussi, les cartes, la géographie peuvent interpeller les opinions publiques. C'est un outil parmi d'autres. Par exemple, les simulations de montée des océans au Vietnam, qui est un pays extrêmement vulnérable. Dhaka aussi. Il y a des simulations sur le
le Caire, sur Alexandrie, sur Venise, sur Rio de Janeiro. Là, effectivement, les outils de simulation par la cartographie et donc la géographie sont extrêmement utiles. Mais ce n'est pas la géographie qui va régler le problème de la lutte contre le dérèglement climatique. Ce sont des décisions politiques et économiques. Donc, il ne faut pas majorer l'outil de la géographie en même temps, vous voyez. Une question plus personnelle, si vous permettez. Vous êtes le fils de l'explorateur, du célèbre explorateur Paul-Émile Victor. Pardon. Et votre passion pour la géopolitique, a-t-elle été déterminée par son œuvre? Est-elle un peu la continuation de son travail sur un autre plan? Écoutez, plutôt non. Plutôt non, mais j'ai été très influencé, parce que c'est vrai qu'à la maison, il y avait des cartes, il y avait beaucoup de mapes-mondes. La famille était très internationalisée, hein, il y avait beaucoup de pays qui venaient à la maison. Faut pas oublier que j'ai grandi à côté d'une famille inuite. Hein, mon père, 10 ans plus tôt, vivait avec des Inuits, donc il nous parlait beaucoup de cette famille, et donc des gens très très différents, et c'était notre ordinaire. Et c'était formidable, parce que notre identité, c'était la différence, et non pas la recherche de ce qui est identique. Donc ça, c'est tout à fait fondamental, surtout dans le monde actuel où on vit. Donc ça a joué. Ce qui a beaucoup joué après, c'est le fait que j'ai habité pour travailler au Népal, j'ai habité en Afghanistan, qui sont des pays à géographie extrêmement contraignante. Et puis le troisième élément, c'est... je ne suis pas géographe ni cartographe. Le troisième élément, c'est tout simplement la marche à pied. Je marche beaucoup, j'ai beaucoup marché dans beaucoup d'endroits dans le monde, et le plaisir que ça représente, mais aussi la contrainte, les solutions qu'on trouve, tous ces éléments ont certainement contribué à ça. Et puis le dernier, c'est tout simplement, vous savez, c'est comme les enfants qui tout le temps demandent pourquoi, comment, mais pourquoi. Il y a cette démarche de questionnement, c'est la curiosité, tout simplement la curiosité. Donc c'est tout ça qui fabrique peut-être l'ensemble des outils, on va dire. Merci beaucoup à vous, Jean-Christophe Victor. Je rappelle donc que c'est la semaine de la presse et des médias à l'école, à laquelle nous nous associons ici à TV5 Monde, et que dans ce cadre, il y aura des épisodes de votre magazine Les Dessous des cartes, et c'est d'ailleurs le cas en temps normal tout au long de l'année. Merci à vous d'avoir participé à 64 minutes, donc pour parler de géographie, sujet rarement abordé, disons-le. Merci à vous.